j'aime quand on me dit « Ah, tu viens, c'est parfait, il fait beau ». Si vous saviez comme j'en ai marre d'entendre cette phrase. Donc je suis Marlène Vissac, je viens de l'Aveyron, Millau, pour ceux qui connaissent peut-être un peu. Voilà. Donc j'ai fait un petit peu de route pour venir jusqu'à vous. Je suis à la tête du bassin versant Adour-et-Garonne, donc j'ai eu le plaisir de traverser plusieurs sous-bassins versants jusqu'à quasiment l'estuaire, puisque vous n'êtes pas très très loin de Bordeaux. Voilà, j'ai pu voir un petit peu ce que ça a donné après une année assez catastrophique 2022, comment ça se comportait au niveau du bassin versant. Je suis là aujourd'hui parce que je suis agricultrice, je suis naisseuse de brebis en race de conservation, j'ai aussi une pépinière d'arbres, et puis il y a maintenant 8 ans que j'ai créé un bureau d'études à destination de l'accompagnement au renouveau agricole, notamment sur les aspects de résilience hydrique au niveau des agrosystèmes, sous un concept que j'ai nommé hydronomie, hydro de hydrologie et nomie d'agronomie. Puisqu'on ne peut, de mon point de vue, et je ne suis pas la seule, considérer les enjeux de l'eau sans considérer les sols. Voilà, vous pouvez avoir le mètre cube que vous voulez, stocké dans une citerne, c'est pas pour autant quand vous ouvrez les vannes, ça rentre dans les sols, et vous allez voir que c'est par les sols que la végétation, qu'on la consomme directement ou indirectement, va subvenir à ses besoins hydriques. Voilà. Alors pourquoi parler d'eau et comment moi je me positionne, parce que c'est toujours dans quel contexte en fait on se positionne, c'est comment est-ce qu'on va gérer la goutte là où elle tombe. C'est un adage paysan qui vient pas que de chez moi, hein, mais plutôt du Languedoc malgré tout, ça s'entend peu dans le Languedoc, dans le Nord. Et qu'est-ce que ça veut dire gérer la goutte là où elle tombe? C'est qu'il pleut jamais assez, ou il pleut toujours trop, et puis à des endroits ça fait des dégâts, et à des endroits ça manque. Donc comment est-ce qu'on peut en fait gérer la goutte, et comment est-ce que depuis qu'on a domestiqué le vivant, les paysans ont appris à gérer la goutte et qu'on a un petit peu perdu, qu'on a un peu oublié. Donc il ne s'agit pas de faire du cas par cas à la goutte, mais par contre du cas par cas parcellaire, jusqu'à prendre bien évidemment la dimension du paysage, jusqu'à sous-bassin versant et bassin versant, ça c'est mon grand rêve. Mais j'apprends à gérer ma frustration. Alors, mon engagement, l'engagement d'hydronomie, ce qui m'a fait faire 12 heures de route aller-retour jusqu'à vous, et puis vous êtes la première conférence de l'année et j'en fais une petite vingtaine par an, c'est d'accompagner en fait le monde agricole, installé comme nouveaux installants, vers la transition. Alors c'est là que ça commence par être pas très drôle, c'est que ce qu'on a connu, on ne le connaîtra plus. Voilà, on va se le dire, parce que c'est une folie de ne pas le considérer, et c'est terrifiant de considérer que personne ne le considère. Donc ce qu'on a connu n'existera plus. Le marqueur c'est 2017, le point de non-retour c'est 2022. Voilà. Alors ce qu'on a connu, c'est-à-dire les précipitations. Même si il y a des cycles annuels, il y a des cycles décennales, il y a des cycles mi-siècle, etc., etc. Ces cycles-là sont complètement perturbés. Alors, je vais beaucoup parler de la France métropolitaine, même si ces phénomènes-là concernent aussi le monde, puisque la Terre, notre planète, c'est un bocal fermé. Hein. On flotte dans un univers, mais ce qui se passe à un endroit a des répercussions à un autre, et ce qui se passe chez nous, ça se passe aussi ailleurs, avec des à-coups plus extrêmes. Voilà, on n'a pas encore connu ce qu'a vécu le Pakistan l'année dernière, mais on n'est pas à l'abri d'eux. Vous êtes voués au feu dans les Landes, vous n'avez pas vécu ce que l'Australie a vécu l'année dernière, l'année d'avant, mais pourquoi pas en fait. En tout cas, voilà, ce qui se passe à un endroit peut se passer à un autre endroit, puisque le réchauffement climatique concerne ce bocal qui est fermé et qui est la planète dans laquelle nous sommes en train de vivre. Et donc les précipitations, les cycles, on ne les retrouve plus. Voilà, depuis 1970, là,
tout le monde est raccord sur le fait. Quand je parle de tout le monde, c'est tous les scientifiques. Voilà, je passe beaucoup de temps à étudier et lire en fait les programmes de recherche. Voilà, il y a le GIEC pour les plus connus, le Haut Conseil au climat, les hydrologues, etc., etc. Et donc les précipitations sont en baisse en métropole. Voilà. Donc votre sensation de il pleut moins, c'est avéré en fait. Il pleut moins. Voilà, on a perdu 180 mm sur la pluviométrie annuelle de la France depuis 1970. Alors qu'est-ce que c'est 180 mm? Ça peut paraître rien, mais ça fait beaucoup, ça fait une année comme 2022. Voilà, il a manqué 195 mm sur le territoire national en 2022. Et ce qui se passe, ben, vous êtes en train de le vivre. Il a fait très chaud et très sec, et puis ça ne prend pas là. Ok. Les événements extrêmes, j'ai entendu que vous aviez eu des forts orages de grêle. Nous, chez nous, c'est énormément de vent. Voilà, alors il n'y a pas de pire, il n'y a pas de meilleur. Hein. Franchement, la grêle, le vent, c'est pas agréable de se le prendre dans le coin du visage. Et c'est des phénomènes qui s'amplifient, c'est-à-dire qu'on les voit arriver de manière récurrente, minimum annuellement, au plus désastreux, plusieurs fois par an. Et c'est des phénomènes qui vont s'amplifier également. À ça se rajoute l'élévation des températures. Depuis 1950, on est à plus 1,5 degré. Voilà. Le GIEC avait déjà tiré la sonnette d'alarme en prévenant qu'à plus 1,8 degré, ça allait être très compliqué. C'est 2022, plus 1,8 degré. Et personne n'a été préparé, personne n'a été prêt, et ça a été difficile pour tous les corps de métiers agricoles. Et, en fait, ce que l'on vit aujourd'hui, c'est les répercussions d'il y a plusieurs décennies, en termes d'éménation en fait, de gaz à effet de serre, les activités humaines qui ont généré le réchauffement climatique. Ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui, c'est les répercussions d'il y a quelques décennies. Donc on peut se dire là une chose assez claire et nette, et si vous ne me croyez pas, regardez vos pluviomètres, vos thermomètres et surtout le rapport du GIEC et les événements, enfin bref, les 20 prochaines années vont pas aller en s'améliorant, puisque c'est pas parce qu'on décélère que, comme dans une voiture, la décélération se fait immédiatement en fait. La décélération du changement climatique, au plus optimiste, on en a pour 20 ans. Donc les 20 prochaines années sont grosso modo voilà, un peu à l'ambiance 2022. Ok. Et puis, la fonte des glaciers, alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça nous concerne, nous, en fait. Alors, qu'est-ce que ça concerne? En quoi ça nous concerne? Parce que c'est le cas aussi, c'est que c'est une perte de stock d'eau douce. Voilà, il y a les Émirats arabes, il y a Dubaï, qui de temps en temps, en fait, va découper un bout de glacier et le ramener, en fait, sur leur territoire, même si c'est très énergivore, étant donné que c'est des pays de l'OPEP et que l'énergie, ils en ont quand même assez. Ça leur coûte très cher, mais plusieurs fois par an, ça leur arrive de faire ça. Ok. Ce que ça incombe aussi, c'est inévitablement une montée des eaux. Alors les plus touchés, c'est les territoires insulaires, bien sûr c'est les îles. Dans le territoire, dans le littoral, en métropole, ça nous concerne parce que c'est la rentrée des eaux salées dans les cours d'eau, de plus en plus profond, enfin de plus en plus loin dans le continent, et surtout la rentrée dans les nappes phréatiques. Ça, on le constate déjà aujourd'hui? Oui. Ce phénomène. Oui. Alors, c'est très amplifié Côte d'Armor et Côte Nord-Finistère. Voilà. Il y a eu plusieurs communes qui sont en insalubrité d'adduction d'eau potable due à une salinité trop importante. Voilà. Vous, c'est à surveiller. Ok. Donc, le niveau des eaux, c'est aussi des marées plus importantes, etc., etc. Donc, vous pouvez être un peu concerné parce que vous n'êtes pas si loin du bord, quand même, par rapport à moi, qui suis à 400 km de la côte. Et pour autant, voilà, les influences des marées, vous les avez. Et puis, les marées associées au cours d'eau, vous les avez aussi. Voilà. Il ne faut pas oublier que personne n'a étanché le fond d'un cours d'eau. Donc, ce qui se passe dans un cours d'eau, c'est connecté au sous-sol. Ok ? Alors, voilà, ça, c'est les composantes du changement climatique avec lesquelles il va falloir réapprendre, en fait, à considérer le vivant et à orchestrer le vivant. Alors, ça peut être très terrifiant, et je ne vous cache pas que ça l'est, et je pense surtout à ceux du fond qui sont les jeunes générations. Bon, je me considère middle age,
j'approche la quarantaine, je suis aussi terrifiée. Okay, on pourra s'en parler. Ce qui est par contre hyper challengeant et hyper enthousiasmant, c'est que la seule limite pour le coup, c'est la créativité. Et alors quelques chiffres. Là, c'est une infographie qui a été faite par l'INRAE, donc qui se retrouve assez facilement, déjà depuis leur site, hein, avec des données qui vont de Haut-France, du GIEC, du HCC et de la FAO. HCC au Conseil au climat. Donc ce qui va surtout, en tout cas, moi je trouve que ce sur quoi je me concentre énormément dans mon métier, c'est l'assèchement périodique des cours d'eau. C'est une donnée là qui est donnée mondiale, mais c'est une donnée qu'on retrouve en France métropolitaine aussi, c'est que la moitié de nos cours d'eau sont intermittents. En période d'étiage, c'est-à-dire quand le débit est très bas l'été. La moitié de nos cours d'eau deviennent intermittents. Autre chose que je trouve très intéressant en termes de données, en fait, c'est, je suis un peu basse, mais la baisse du niveau des nappes. Voilà, alors là, c'est des chiffres qui sont très difficilement appréhensibles, hein, 160 milliards de mètres cubes, qu'est-ce que ça donne? Je peux vous donner en nombre de piscines, mais ça serait quand même difficile de se l'imaginer. En fait, ce chiffre, presque peu importe, donc il est gigantesque et qu'on ne peut pas le considérer. Par contre, ce qu'on peut bien enregistrer, c'est qu'il y a trop de prélèvements par rapport aux capacités de recharge. D'accord? Vous vous souvenez, je viens de vous dire qu'il y a de moins en moins de précipitations. S'il y a moins de précipitations et que les cours d'eau deviennent intermittents la moitié de l'année sur la moitié de leur existence, leur moitié de leur nombre, et qu'on continue de prélever, inévitablement les nappes vont aussi s'assécher. Le déséquilibre, il est à hauteur de combien à peu près? C'est-à-dire c'est assez intéressant, il y a trop de prélèvements oui. Par rapport aux capacités de recharge. Est-ce qu'on a réussi à l'estimer? Alors, c'est un chiffre que j'ai eu hier soir, qui n'est pas très optimiste. Et l'émotion monte un peu. Février 2023, on est à 80% de perte. D'accord. Voilà, on démarre l'année, en fait, on démarre l'année de production avec 80% de perte d'eau. Je parle en territoire métropolitain. D'accord. Voilà. Et ça, c'est 80% de perte des nappes, et donc associé au cours d'eau, parce que je vais vous montrer que les deux sont connectés. Et une dernière donnée sur laquelle je me base énormément, parce que c'est sur quoi on va beaucoup travailler, c'est sur la montée des températures. Ok ? Bien évidemment, hein, là je vais parler pour tout le monde agricole, que vous soyez éleveur ou cultivateur, la première chose que vous cultivez, c'est les végétaux. D'accord ? Vous ne cultivez pas de vaches, vous cultivez des prairies ou du fourrage, mais vous êtes lié aux végétaux. En un, on est d'abord cultivateur de végétaux. Je dirais même, et vous allez le comprendre, on est éleveur de sol. On élève des sols pour cultiver des végétaux qui vont soutenir les productions qui vont dans nos assiettes, parce que si on ne mange pas du maïs sans silage directement, on mangera la vache qui l'aura mangé. Okay. Et donc, l'enjeu, c'est que si on a de moins en moins d'eau, eh bien, on a de moins en moins de production, et plus il fait chaud, plus les plantes, en fait, augmentent leur stress hydrique, et surtout les plantes qu'on a tendance à voir de façon très étendue dans notre paysage. Ok, voilà, les autres chiffres, l'alarme est, je pense, assez donnée, on n'a pas besoin de se faire vivre plus que ça. Par contre, une petite photo de 2022 en France, entre eau et agriculture. Donc pour rappel, seulement 7,3% de la surface agricole utile en France est irriguée. D'accord ? Alors la SAU en France, les chiffres de 2022, on était à 26,8 millions d'hectares agricoles. Ça correspond à peu près à 45% de la surface du territoire français. Et donc sur ces 26,8 millions d'hectares, 7,3% sont irrigués. Okay. Sur ces 7,3% irrigués, 41% vont au soutien du maïs. Alors voilà,
on va se le dire, je ne sais pas comment vous appelez les Aveyronnais chez vous. Chez nous, les Landais, on les appelle les bouffeurs de maïs. Et pour autant, en fait, le maïs qui se fait souvent taper dessus parce qu'il prend de l'eau l'été, etc., eh bien, les calamités déclarées en 2022 concernent jusqu'à 38% sur les prairies. Alors, PP, prairie permanente, PT, prairie temporaire, PA, prairie artificielle. Prairie artificielle, je grossis un peu le trait, c'est par exemple le régras qui est ressemé tous les ans ou tous les 2 ans, on va considérer ça comme une prairie artificielle. Et jusqu'à 50% de pertes sur le fourrage annuel. Fourrage annuel, il y a le maïs dedans, mais il y a aussi le sorgho. Ok. Voilà, on va avoir chez nous, on fait pas mal de sainfoin, et la luzerne, sur certains territoires, qu'on considère comme un fourrage annuel aussi. Donc il y a eu, voilà, jusqu'à 50% de pertes. Ça, c'est les données que j'ai depuis les chambres d'agriculture, qui commencent à distiller les statistiques sur les déclarations calamités 2022. Voilà, cette photo, elle est là. À suivre dans les semaines à venir, je pense que les statistiques vont monter un peu sur quel territoire a été le plus touché, à quelle période et vraiment sur quelle culture. D'accord? Là, c'est des chiffres que je vous donne. C'est une très très grande moyenne, c'est pour poser un contexte sur la photo 2022. Okay. Si on tape sur le maïs qui est très irrigué, pour autant, c'est pas ceux sur lesquels on a déclaré plus de calamités. Alors certains pourraient être tentés de se dire, bon bah alors l'année prochaine ou cette année, c'est ce que je mets en fait, je vais mettre du maïs et je vais l'irriguer. Oui, mais je vous ai déjà dit en fait, il y a la moitié des cours d'eau qui sont intermittents et on démarre à 80% de perte de recharge de nappe hivernale. Donc en fait l'irrigation n'est pas une solution. Et puis nos prairies en fait et nos fourrages sont peut-être plus adaptés à nos territoires. Alors, sont plus adaptés. Ça, c'est pareil, il faut modérer en fait les propos. C'est de quelle semence on va parler, elle est issue d'où cette semence, comment est-ce que sont travaillés nos itinéraires techniques, et c'est surtout dans quel état est notre sol. Ok. Est-ce que j'ai un sol et des conditions climatiques qui permettent de soutenir cette culture? Est-ce que j'ai l'équipement? Est-ce que j'ai le recul technique pour le faire? Ok. Et c'est toute cette nouvelle question auquel, voilà, le nouveau jeu, c'est de tenter d'y répondre et de faire des essais, parce que qui ne tente rien n'a rien. Et comme on s'inscrit là sur à peu près minimum 20 ans d'année 2022 à répétition, moins on perdra de temps à essayer des choses, mieux on assurera en fait une certaine souveraineté alimentaire. Là, il n'y a que des humains dans cette salle, hein, mais tout le monde a eu soif cet été. C'est libellules, chevreuils, colamboles, tout le monde. Colamboles, c'est des petites bestioles fort sympathiques du sol. Et à raison, parce que sur l'échelle de la planète, seulement 0,4% de l'eau de notre planète dite bleue est douce. Ok. L'eau douce, ça correspond bien évidemment à tout ce qu'on connaît assez classiquement, les lacs, les rivières, les zones humides, même si elles disparaissent de plus en plus. L'eau atmosphérique, d'accord, la condensation. Alors chez nous, cet été, elle nous a manqué. Dans d'autres territoires, elle est en forte saturation. L'humidité du sol, qui va faire partie de ce qu'on appelle l'eau verte. Et puis l'eau qui est contenue dans les êtres vivants. Parce que vous prélevez de l'eau dans votre alimentation et votre abreuvement, mais vous en rejetez aussi quand vous allez aux toilettes. D'accord ? Voilà. Et toute vie va faire ça tout au long de son cycle de vie et restituer de l'eau aussi à sa mort, puisqu'on est tous vivants sur Terre constitués à hauteur de 70% d'eau. Ok. Mais sur ces 0,4% d'eau douce disponible sur Terre, dont tout le monde a besoin, eh bien seulement 0,0012% est disponible. Facilement. Donc ça va concerner les lacs et les rivières. Rivière / nappe, puisque nappe et rivière, on parle de la même chose. C'est juste que la rivière ou la source, c'est la partie visible de la nappe souterraine. Okay. 0,0012%. Et ce volume-là, on peut le perdre. On peut le perdre. Il peut redevenir salé. Ok.
À chaque fois qu'il y a de l'eau qui repart dans le système, si on ne garantit pas de le faire rentrer dans la nappe et de le laisser dans le cycle d'eau douce, eh bien c'est de l'eau qui va finir en cours d'eau et qui finira dans un estuaire d'océan ou de mer. Salé. Ok. La majorité de l'évaporation océanique revient en précipitation océanique. Seulement le littoral en période de tempête hivernale. Les précipitations dans le continent, à 64%, viennent de l'évapotranspiration. Évapotranspiration de toutes sortes de végétaux. Ok ? Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus d'eau qu'il n'y a plus d'arbres dans le Sahara, c'est parce qu'il n'y a plus d'arbres qu'il n'y a plus d'eau dans le Sahara. C'est dans ce sens-là que ça marche. Ok ? Pas de végétaux en activité de photosynthèse, pas de précipitation, à hauteur de 64%. Donc c'est assez logique ce que je vous explique depuis le début, puisque je vous arrête pas de vous dire qu'il y a de moins en moins de précipitations à l'échelle planétaire. Normal, hein, il y a de moins en moins d'arbres. Alors il y a une grande folie de relance de plantation d'arbres, mais les pitchous, le temps qu'ils soient en plein bourg de photosynthèse, on a quelques années devant nous. Et puis, ce que vous avez planté, je vous souhaite que ça survive, mais j'espère aussi que les températures à venir, ils vont supporter le choc et qu'ils sont adaptés. Parce que c'est le jeu aussi. Le CNRS appelle ça la dette climatique. La montée en température qui est plus rapide que l'adaptation végétale. Prélever moins d'eau, alors je vais là m'adresser plutôt au monde agricole et producteur d'aliments que industriel, c'est pas mon dada. Ça c'est un petit livre que je vous invite fortement à lire qui s'appelle L'empreinte eau de David Zimmer avec un Z, qui se lit assez bien malgré que ce soit de l'étude scientifique, qui fait une petite centaine de pages et qui revisite un petit peu, qui fait un état des lieux de l'état de l'eau, toute confondue sur Terre. Et dans ce livre, il partage ce tableau qui est issu d'un programme de recherche qui a été mené en 2011 dans le Minnesota, donc on est aux États-Unis. Voilà, il y a 12 ans. Pour autant, les chiffres n'ont pas tellement changé. C'est combien de litres d'eau est nécessaire pour produire 1 kg de produits bruts. D'accord ? Quand vous avez par exemple la première ligne qui est le blé, c'est le grain de blé, hein, c'est pas la pâte tanzanienne, c'est le grain de blé. Pour produire 1 kg de blé, il est nécessaire d'avoir plus de 1000 litres d'eau. À ça va se rajouter le transport, le conditionnement, parce que dans l'emballage du blé, il y a de l'eau. Dans le transport, il va y avoir de l'eau, jusque dans votre cuisine, etc., etc. Donc à ça va se rajouter de l'eau. Donc on parle bien d'1 kg de produits bruts. Alors, ces chiffres, on va les regarder autrement. C'est déjà qu'est-ce qu'ils apportent comme énergie, puisqu'on nous recommande en Occident de consommer 3000 kcal par jour et par personne. La moyenne, c'est à peu près 1 litre d'eau pour 1 kcal, donc on consomme minimum 3000 litres d'eau par jour et par personne en Occident. Et qu'est-ce que c'est que cette kilocalorie ? Je vais vous partager un secret. Je rêve d'une agriculture où on ne parlera plus euros au kilo, mais on parlera calories au kilo. Parce que l'irrigation, pourquoi est-ce qu'on irrigue ? C'est pour avoir un volume. Et je peux poser une Cette question, année, pardon, excuse-moi, mais je ne comprends pas la différence entre le beurre et le lait. Pourquoi c'est si énorme cette différence ? Parce qu'il y a plus d'eau dans le gras. D'accord. D'accord. Cet été, au marché paysan chez moi, là, à Millau, il y avait un magnifique étal de tomates dites variétés anciennes. Mais magnifiques, hein, des tomates monstrueuses. J'en ai acheté une pour rigoler. Jaune, mais rigoler quand même. Le rire, pas la tomate, elle était rouge. 980 grammes la tomate.
et je l'ai mise au four, parce que je suis joueuse. J'ai écopé 3 fois. J'ai acheté l'eau extrêmement chère sur cette tomate. Elle était belle. Voilà pourquoi je rêve de parler d'une agriculture au kilocalorie et pas à l'euro le kilo. Mais bref. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette calorie? Ça, je trouve ça intéressant, en fait. Qu'est-ce qu'on cherche quand on se nourrit? Qu'est-ce qu'on cherche pour se nourrir? Alors, il y a déjà ça, regardez dans ces chiffres. Et puis ensuite, le blé, il lui faut à peu près 1160 litres pour 1 kilo. Mais le blé, c'est une céréale d'hiver. Hein, on la sème. Voilà, chez nous, on la sème en octobre. Ok, à peu près en même moment que l'orge. Et puis, elle est censée bénéficier des pluies hivernales pour pouvoir lever. Ouais. Alors, depuis 2 ans, j'interviens de plus en plus dans le Gers et dans le Lauragais pour venir travailler sur les capacités de stockage en vue d'irriguer le blé. Parce qu'il n'y a plus assez d'eau l'hiver pour alimenter les besoins en eau du blé. Alors, un des premiers gros gaps à passer, c'est le changement des habitudes alimentaires. Et donc, le changement des productions. Alors, je le dis dans ce sens-là, parce que c'est les bouches que vous nourrissez qui donnent la loi du marché. Nos territoires. Pour que nos territoires augmentent leur résilience hydrique, on les connaît les mesures. D'accord? Ça, c'est une infographie qui nous vient de l'Office international de l'eau. D'accord? C'est à peu près toutes les gouvernances d'eau en France, les SDAGE, les SAGE, qui s'appliquent en fait à mettre ça en place. Ok? Donc on va regarder comment est-ce qu'on peut maintenir cette eau douce le plus longtemps sur nos territoires. Donc ça commence par les têtes de bassin. Donc, tête de bassin, l'Aveyron par exemple, c'est la tête de bassin du grand bassin versant à Douvres-et-Garonne. Okay. Eh bien, c'est là qu'on va tenter de maintenir des forêts sénescentes, d'accord, avec des vieux arbres, mais aussi des jeunes arbres, et sans exploitation forestière, de façon à ce qu'il y ait toujours en fait une activité photosynthétique sur place. Okay. Donc ça va être les mesures qu'on va prendre, qu'on va mettre en place et développer en haut des bassins versants, jusqu'à en fait végétaliser et arborer les espaces urbains qui sont en aval de ces bassins versants, parce que la concentration des villes se fait surtout en aval des bassins versants. Okay. Ces mesures, on les connaît. Ça fait 45 ans qu'on essaye de les déployer sur le territoire. Est-ce que vous connaissez beaucoup de toitures végétalisées dans vos situations bordelaises ou bayonnaises? Pas les masses. La régulation thermique des villes, on n'en est toujours pas là. C'est pire que ça. Avec les PLU, c'est interdit des fois. Voilà, c'est très compliqué. Ouais. C'est très très compliqué. Et les solutions restent assez simples. Hein. Je veux dire, on va pas sur Mars, quoi. Je veux dire, on plante des arbres, quoi. Ou on laisse pousser des arbres. C'est pas foufou comme solution. Ça demande pas. C'est encore à notre portée, quoi. On fait des trucs un peu plus fous que ça. Hein. Okay. On va avoir la proposition des cultures interparcellaires, intercalaires, ou même en couvert permanent. Ça fait partie d'une des mesures prises pour augmenter la résilience hydrique d'un territoire à l'échelle d'un bassin versant. On sait le faire aussi, ça. On avait perdu, on l'a retrouvé. Maintenant, on sait très bien faire. On a plein de dossiers techniques sur les itinéraires techniques pour piloter de la semence productive sur du couvert. Ça, on sait faire. On ne le voit pas déployé partout non plus. Okay. Les systèmes agroforestiers, la restauration des bocages, la fameuse plantation de haies. Alors, faire, défaire, refaire, ok, on pourrait, mais peu importe, on replante. C'est pas si compliqué que ça non plus. Ça prend du temps, mais c'est pas compliqué, c'est à la portée de tout le monde. Et pour autant, c'est très très lent à se mettre en place. Alors, les efforts sont à maintenir, les efforts sont à continuer, bien évidemment. Et puis, on est tous des administrés d'une commune, ou d'une intercomcom. C'est pas souvent les soirées les plus funky, mais ça se prend en charge une mairie aussi, ça se prend d'assaut. Ok ? Ce
Là où j'aimerais attirer votre attention sur ces mesures, c'est que ça concerne une occupation du sol. Ok? Majoritairement quoi? En tête de bassin, on met de la forêt, on met de la végétation sur des toits, on met de l'interculture, donc on met de la végétation sur du sol. On parle d'assolement, on parle d'occupation du sol. Les mesures de rétention d'eau reposent sur les mesures du sol. Sur qu'est-ce qu'on fait sur nos sols. Parce que les sols sont les socles des cycles de l'eau. À condition qu'ils soient vivants et qu'ils soient poreux. Si les sols ne sont pas vivants, déjà on ne peut pas parler de sol. On va parler de substrat, on va parler de support, mais on ne pourra pas parler de sol. Ok? Et s'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de pore. Ça va, les pores pour tout le monde? Okay. Et le régime hydrique d'un sol va dépendre de 3 facteurs principaux. La texture, ça va pour tout le monde la texture? Ça on n'y peut rien, hein. C'est la géologie qui donne le ton. On fait avec les sols qu'on a. Mais un sol argileux, on ne va pas le faire soudainement devenir un sol limoneux, c'est géologique. L'histoire va se passer sur des temps qui vont nous dépasser. Ok? Bon, la texture qui, elle, va donner en fait les conditions de force de rétention. D'accord? Dans le territoire des Landes, vous avez des sols très sablonneux. Bon, bah, le sable, hein, c'est drainant. Hein. La goutte rentre, la goutte sort immédiatement, mais de façon verticale. Pratique. Ça a sa praticité. La structure du sol, ça, c'est la conduite. Notre conduite à nous, en tant qu'agriculteur, qui va faire changer ça. Et la structure d'un sol, elle va avoir un impact sur la circulation de l'eau. Est-ce que l'eau ruisselle et s'en va très très rapidement à la mer, ou est-ce que l'eau reste dans les sols et constitue la réserve utile de ce sol? Ça va ça? Et puis pour finir, en fait, la porosité. C'est-à-dire la capacité du sol à avoir des galeries, alors pour les plus adorés, les vers de terre, mais on va parler aussi des myriapodes, des colamboles, des nématodes, etc., qui vont faire autant de galeries, les racines qui vont faire autant de galeries, hein, et la croissance des galeries va permettre en fait cette porosité, et cette porosité, c'est celle qui va garantir le réservoir hydrique, ce qu'on appelle la réserve utile d'un sol. La réserve utile d'un sol, c'est quand l'air est très sec et qu'il n'a pas plu depuis longtemps, et bien c'est l'eau qui reste dans le sol à destination des plantes. Ok? Alors, la force de rétention sur la texture, on va parler d'eau gravitaire, d'accord? Imaginez, hein, et puis là on va reprendre le schéma du sable landais, hein. La goutte arrive sur le sol et puis elle descend très rapidement de façon verticale. D'accord? Rétention nulle, puisque l'eau file. Ok? Ça va pour ça? Ça, c'est l'eau gravitaire. Elle suit la force d'attraction terrestre, elle descend d'un point vertical. La réserve utile ou le réservoir hydrique, c'est de l'eau capillaire. Là, ça va faire appel à une autre dimension physique de l'eau, ce qu'on appelle la tension superficielle, mais qui va avoir un peu l'effet d'un film, en fait. Alors, si vous avez une loupe, ou que c'est bientôt votre anniv, une binoculaire, ça ne coûte pas grand-chose, et vous voyez ça très 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 bien. Et là où on le voit très très bien, c'est sur un bon compost. Un compost que vous faites chez vous, qui est assez bien fait. Vous mettez ça sous la bino et vous allez tout de suite la voir, cette eau capillaire. Ça fait une surface très irisée, très brillante en fait, qui englobe toutes les particules que vous allez voir dans votre compost. Très facile à voir. Et si vous avez une grosse loupe, on peut le voir aussi sur un compost assez humide. Ok? Je parle de compost, dans le compost, il y a beaucoup de matière organique, et plus il y a de matière organique, plus il y a ce phénomène d'eau capillaire. Ok? Et donc, je viens de donner la réponse, ce qui va assurer la capacité du sol à être poreux et à maintenir cette eau capillaire longtemps dans le sol, eh bien c'est son taux de matière organique. Ça va pour ça? Plus j'ai de vie, plus j'ai de porosité, plus j'ai de vie, plus j'ai de matière organique qui se décompose, et plus j'ai de porosité et de matière organique, et bien plus j'ai de réserve utile dans mes sols. Donc la structure d'un sol est garante de la santé de votre sol,
hein, plus votre sol aura un aspect grumeleux, un peu couscous, et bien plus votre sol sera en santé. Et ça, en fait, c'est aussi le gage de votre conduite culturelle. Et c'est le Graal après lequel tout cultivateur, tout agriculteur, tout paysan, en fait, doit, pas courir, mais se vouer. Élevez vos sols. Et vous ferez pousser tout ce que vous voudrez dessus. Ok. Donc, il y a, comment je dirais, toute structure de sol a bien évidemment une origine géologique, ok, mais toute structure de sol peut évoluer à une vitesse de vie humaine, voire même en une saison. Et des exemples comme ça, j'en ai plein. Une décompaction mécanique, alors c'est de la grelinette, hein, c'est un outil manuel, mais pour autant c'est quand même une décompaction mécanique, avec un apport de compost, un apport de micro-organismes efficients que j'avais élevé moi-même, donc une lithofère, pour ceux qui connaissent, une litière forestière fermentée, avec un semis d'engrais vert très très fort. J'étais en densité de semis à 120 kg par hectare. Fèves, trèfle et facélie. Donc c'est un gros semis. Hein. Voilà. Appliqué dans cet ordre-là, décompaction, compost, lithofère, semis. Voilà. Engrais vert laissé en rotation en culture longue, puisque semé en septembre, détruit en avril. Et en avril, je rentrais ma main dans le sol. Bon, et je remets le contexte, Pays Basque. Oui. Okay. Mais si on décompose, on a une décompaction. À quoi ça sert la décompaction? Ça fait rentrer de l'air. Déjà, quand je fais rentrer de l'air, je peux permettre la vie. Pas d'air, pas de vie. On ne veut pas d'anaérobie chez nous, en tant que cultivateur. Je fais rentrer de l'air, donc déjà massage cardiaque. Je donne à manger. Je viens de réanimer. Je donne à manger, compost. La vie, elle n'est pas faux folle. J'inocule. Et ensuite, je maintiens vivant. Je maintiens le gîte et le couvert avec un engrais vert. Voilà, c'est la stratégie. Et après, il y a plein de possibilités en fonction de ce qu'on a sous la main, du temps, etc., des finances, parce que tout ça, c'est une question de moyens, tout confondu. Mais j'aère, je donne à manger, j'inocule et je maintiens le gîte et le couvert. Sol poreux. Alors, ça, c'est un document que vous aurez bientôt en vente, dans quelques semaines, dans le livre que je suis en train d'écrire. Pour le moment, je vous le trouverai qu'ici. À gauche, là, vous avez une particule de terre, d'accord? Et puis, plus on s'éloigne de la particule de terre, plus on a un sol qui est assez mouillé. Exemple, le sol actuellement chez vous, post-pluie, qui ne se réessuie pas, d'accord? Ça fait flotch quand on marche. Okay. On a, dans les sols, on a différentes pressions. L'eau a différentes pressions dans les sols. Il va y avoir la pression la gravité, d'accord, qui est marquée d'un point P, d'accord, c'est l'attraction terrestre. Donc toute eau qui arrive dans un sol va inévitablement descendre en verticale, puisque c'est le concept de la gravité de la Terre. Ok. La force F, c'est l'attraction entre deux molécules, particules de terre et eau, et bien il y a une force d'attraction. D'accord? Et puis, le S, c'est la force de succion des plantes. Ça marche, ça? Donc, quand on est en présence d'une solution de sol sans racines dessus, eh bien, on a toute l'eau, donc l'eau de gravité, qui va s'écouler au niveau des nappes. Okay. Super, ça recharge les nappes, ça recharge les cours d'eau. Pour autant, et c'est un peu le cas de chez vous, les spores de vos sols sont trop gros, et donc vous n'avez plus de réserve hydrique. Normal, hein? L'eau a suivi la plus grande pression dans ces sols-là, c'était l'attraction gravitaire. Ça va, ok? Quand vous avez des pores, entre 0,2 et 10 micromètres, et que vous avez des végétaux dessus, eh bien vous allez avoir la force de succion qui va être supérieure à toutes les autres forces exercées
sur l'eau dans le sol. Ok? Et puis, plus vous allez avoir des pores très petits, alors là, on va prendre les sols de chez moi, les argiles, ok? On n'a quasiment pas de porosité dans les argiles, eh bien, la force d'attraction de l'argile est plus forte que la pression que peut faire en fait une fusion racinaire. Ok. Donc l'enjeu de sols qui permettent d'avoir un équilibre entre petit écoulement d'eau gravitaire pour soutenir les cours d'eau, les nappes et restaurer le cycle hydrique, maintenir une humidité constante dans le sol pour soutenir toute les vies du sol et que ce soit accessible aux plantes, eh bien il en faut des pores entre 0,2 et 10 micromètres. On arrive à des en comparaison, ça pourrait être un bon couscous. Pas un couscous de sable. Vous pourriez me dire, le sable c'est un peu un couscous. Non, parce que c'est angulaire, c'est pas mou. Un couscous, un grain mouillé. Un couscous qu'on va manger, quoi, pas une semoule dure. D'accord? Le sable, ce serait la semoule dure, et le couscous, il est mouillé. Vous voyez, les grains, ils peuvent être comprimés. Et bien, c'est ça qu'on veut, en fait. Et l'espace qu'il y a entre chaque grain de couscous, eh bien, c'est à peu près la taille des pores des sols qui sont les idéaux. Donc, si on a un idéal agronomique et un idéal agricole, eh bien, c'est d'obtenir des sols avec des pores de cette taille-là. Et pour avoir des pores de cette taille-là, eh bien, il faut de la racine en continu, en continu, en continu, en continu, en continu. Ok. Une racine, ça se développe, ça pousse, ça grandit, ça a différents diamètres. Et dans sa prospection, elle va maintenir en fait ce couscous-là. Quand la partie aérienne va mourir parce que plante annuelle, parce que hiver, tout ce qu'elle contenait va être décomposé dans le sol et va constituer la réserve de la matière organique. Et le cycle redémarre et il n'y a pas de perte. Et on est aussi dans la séquestration de carbone. Si j'ai des racines à l'année, ça veut dire que j'ai de la photosynthèse à l'année. Ça veut dire que j'ai pas de problème de pic hydrique, de sols nus qui ne sont plus capables de boire dès que l'hiver arrive. Ok. Si j'ai de la photosynthèse à l'année, j'ai de la séquestration de carbone à l'année, et j'ai de l'évapotranspiration à l'année. Plan Le Foll, gagné. 64% de précipitations assurées en territoire continental, coché. Ok? Ça va pour ça. Alors, bien évidemment que, qu'est-ce qu'on met sur nos sols? Alors, c'est pas forcément, mais ça peut être l'occasion qu'on plutôt on en parle cet après-midi quand on sera vraiment avec de la végétation et tout un contexte, et que je vous passe des schémas de compréhension tant qu'on est enfermé dans cette salle. Mais peut-être quand même à noter pour la suite de vos réflexions et de l'avancée de votre évolution agricole et agronomique, c'est que quand le sol est extrêmement sec, parce que malgré tout, il y a eu du vent, il a fait chaud, de fortes températures et pas beaucoup de pluie, d'accord? Les plantes vont quand même continuer, en fait, d'essayer de sucer de l'eau, ok? Elles vont créer une forte pression à l'intérieur d'elles-mêmes, d'accord? On mesure ça en mégapascal. Et quand elles ont pompé tout ce qu'elles pouvaient pour faire chuter en fait très fortement la pression, c'est ce qu'on appelle le point de flétrissement. D'accord? Et toutes les plantes n'ont pas les mêmes capacités de gérer cette chute de pression. D'accord? Ça va, ça, c'est clair? Quand, bien évidemment, que les pionnières de ça, c'est les plantes de garrigue. Les plantes de garrigue, elles ont 400 mm d'eau par an, et elles se font caillasser de soleil devant avec des embruns et chauds et secs toute l'année. Alors elles sont capables de supporter des chutes de pression énormes et des attractions très très fortes. D'accord? Plus vous allez aller sur des territoires qui sont très humides, eh bien vous aurez des plantes qui ont moins cette capacité-là de supporter ces chutes de pression. Okay? Donc en fonction, je finis mon raisonnement, en fonction de votre contexte d'hydricité et de chaleur, eh bien vous n'allez pas choisir les mêmes végétaux. Et donc on revient bien sur qu'est-ce qu'on va mettre à pousser chez nous pour pouvoir soutenir notre alimentation. Aménager, accompagner en fait nos cultures.
définir la culture qui est adaptée à tout ça. Ce qui n'a pas marché en 2022, il y a de fortes chances que ça ne fonctionne pas plus en 2023. Parce que je ne vous ai pas non plus parlé d'El Niño qui arrive. El Niño, rafraîchissez. El Niño, c'est augmentation des températures pour au moins 3 ans. Ça va être sympa. Donc, si ça n'a pas marché en 2022 et que vous avez toujours les mêmes structures de sol, il y a de fortes chances que ça ne fonctionne pas mieux. D'accord ? Maintenant, regardons si vous ne pouvez pas tout de suite changer vos productions parce que vous avez votre clientèle et qu'une clientèle, ça ne se change pas du jour au lendemain non plus. Comment est-ce que vous pouvez limiter en fait ces chutes de tension? Résistance numéro 1, le passage de l'eau du sol à la plante. Vous assurez d'avoir un sol poreux et avec de la matière organique. Ok? Et je vais vous montrer comment. Passage 2, ça va être un petit peu difficile, si ce n'est le choix, encore une fois, de l'espèce. De l'espèce et de quelle graine? D'où vient la semence? Et sur la résistante 3, l'évapotranspiration, c'est mettre vos plantes à l'abri. Qu'est-ce que vous faites quand il fait trop chaud et qu'il fait trop sec? Vous vous mettez à l'ombre. La majorité des plantes que l'on cultive en France ne viennent pas de France. Ça fait 200 ans qu'on les cultive chez nous. 250 pour les plus vieilles, les plus vieux chauds. D'accord? Et donc, si vous devez les mettre à l'ombre, mettez à l'ombre. Un arbre, c'est mieux, une ombrière en attendant que ça pousse. Alors, pour en finir sur la matière organique, vous avez, alors je ne sais jamais abscisse ordonnée, mais à l'horizontale des textures de sol, donc on va du plus poreux au plus compact, et puis vous avez les teneurs en pourcentage en eau d'un échantillon de sol. D'accord? Et vous avez la troisième courbe, celle d'en haut, qui représente en fait l'augmentation de l'eau utilisable par les plantes et l'eau capillaire en fonction du taux de matière organique. Plus on a un taux de matière organique dans nos sols, plus on a donc d'eau utilisable par les plantes qui se situe sous forme de ce fameux film de cette eau capillaire. Ça va ça? Ok? On passe quand même de moins de 10% à quasiment 35% d'augmentation en teneur d'eau. Alors c'est plus évident et plus rapide sur les sols argileux, c'est une histoire d'échange cationique, mais on ne va peut-être pas rentrer là-dedans ce matin. C'est un petit peu plus long chez le sable. Mais la réponse à la résilience hydrique, qu'on soit sur des sols sableux ou à l'inverse des sols argileux, c'est exactement la même réponse de la matière organique. Ok. Et plus vous en aurez, plus vous aurez une capacité d'eau importante. La résilience hydrique sera augmentée. Mais ça ne se fera pas, si vous avez compris comment est-ce que ça fonctionne à l'intérieur d'une plante, ça ne se fera pas si les autres points de résistance sont compris aussi. Ça marche? La résilience hydrique, et qui est donc le berceau de toutes les vies, donc c'est la capacité... un sol vivant permet d'avoir une recharge des nappes et des cours d'eau, permet par l'augmentation de la matière organique de constituer une réserve utile des végétaux, ça permet de réguler le cycle de l'eau, puisque si on a de la végétation sur un sol vivant, puisque ce sol est vivant, eh bien on va avoir de l'évaporation, et donc l'augmentation des précipitations maintenues également, l'infiltration par les nappes, la séquestration de carbone. Si je fais de la photosynthèse à l'année, je stocke du CO2 et j'émane de l'O2, donc je participe à l'amélioration de la qualité de l'air. C'est les plantes qui mènent la danse. Pas de plantes, pas d'air, pas de vie. Et puis c'est les exudats des plantes qui font venir en fait les différents micro-organismes. On peut inoculer, mais il y a l'existant, c'est comme notre microflore intestinale, etc. etc. Et puis la régulation thermique, ça c'est pas des moindres non plus. Quand vous avez très chaud, vous n'allez pas faire la sieste sur votre terrasse, vous allez sous un arbre dans la pelouse. La sensation de fraîcheur, elle se retrouve ici. Pas sur une terrasse même carré blanc. Ok?
Alors comment est-ce qu'on peut mettre en place des sols vivants? Eh bien, des pratiques agroécologiques qui reposent sur les principes de l'agriculture de régénération. Voilà, sur 5, on va dire, piliers. Diminuer les perturbations mécaniques, parce que plus je perturbe vite et profond, plus je perturbe toute la structure du sol et toutes les liaisons de vie dans le sol. Maximiser la diversité des cultures, puisque les exudats des plantes élèvent les colonies de micro-organismes. Donc si je ne veux pas qu'il y ait de pathogènes qui s'installent, puisque la vie a ses propres stratégies de régulation, eh bien je vais diversifier les cultures. Et puis, quand on est dans un territoire où on est soumis par exemple à la pyrale, eh bien quand je fais comment on appelle ça, une grande surface de choux, c'est normal que vous cultiviez de la pyrale, n'est-ce pas? Garder un sol couvert, ok, système de racines, évaporation, etc., photosynthèse, permettant de maintenir des racines vivantes à l'année et intégrer des animaux. Voilà. L'azote préféré des plantes, c'est pas le nitrate, ça c'est le recyclage de l'armement. Non, l'azote préféré des plantes, c'est l'uréase, c'est l'azote contenu dans les urines. C'est comme ça que c'est cet azote-là qu'elle métabolise le mieux. Les autres, elles en font des stocks et ça engendre des maladies. Et puis, c'est le piétinement, c'est le croc quand c'est bien maîtrisé, c'est l'ensemencement des micro-organismes avec les matières fécales, c'est de la matière organique qui est pré-décomposée aussi, donc il y a une intégration de matière organique plus importante grâce aux animaux.